De retour à Entre-Ville-et-Monde avec Antoine Verville de la Communauté métropolitaine de Québec et Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants à la Ville de Québec. Et on voulait parler aussi de patrimoine et de nouvelles qui ont passé récemment dans les médias sur des développements par rapport à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, bien, rapidement. On s'est porté, là, on est passé chez le notaire. Oui. On va le dire. Vous avez les clés, là. Oui, fin novembre. Et là, on le savait là, qu'il y avait des travaux urgents à faire sur l'enveloppe du bâtiment là, pour sa pérennité. Donc là, il y a des appels d'offres qui ont été lancés. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille là, de journalistes. Donc, venir restaurer les fenêtres, venir finaliser les travaux aussi à la toiture. La paroisse avait commencé à faire des travaux dans les dernières années. Et là, ben, on doit aussi, puis ça, c'est une petite surprise, aussi faire des travaux de décontamination dans le sous-sol avant de pouvoir penser à faire de l'occupation temporaire là, dans le bâtiment. Le souhait, c'est vraiment de l'occuper le plus rapidement possible en parallèle de toute la grosse démarche de reconversion. Donc ça, on a des travaux urgents à faire à ce niveau-là pour le sous-sol. On est à voir si la nef, donc le rez-de-chaussée, peut être occupé quand même temporairement, là, puis que si la qualité de l'air est affectée là, par c'est les moisissures, en fait, qu'il y a en bas. Donc, pour ça, là, on a des démarches pour aller chercher du financement au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et on a aussi déposé du financement au gouvernement fédéral à l'automne passé, un programme à Infrastructure Canada pour nous aider là, dans la démarche de reconversion puis de travaux à l'intérieur. Parce que le Conseil du patrimoine religieux finance l'enveloppe extérieure, les travaux sur l'enveloppe. Et là, donc, un programme à Infrastructure Canada sur les bâtiments verts et inclusifs. Donc, voilà. Cool. Et puis, c'est quoi le projet, Mélissa? Bien, il y a une étude de préfaisabilité qui a été rendue publique en avril 2023. Donc, une démarche qu'on a entamée avec l'Institut canadien de Québec puis Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, il y a une triple vocation. Okay. La principale vocation, là, puis c'est vraiment ce qui a motivé l'acquisition par la Ville de l'Église Saint-Jean-Baptiste, puis ça a toujours... Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée en politique municipale, l'Église Saint-Jean-Baptiste. C'est l'occupation par la communauté. Il n'y a plus d'espace communautaire dans Saint-Jean-Baptiste depuis que l'Église est fermée en 2015. Donc ça, c'est le premier objectif, une occupation par les citoyennes, citoyens, organismes, se réapproprier ce lieu-là, essentiellement beaucoup le sous-sol. Puis il y a aussi une vocation communautaire, une vocation culturelle et ou touristique qui, elle, va être un peu plus à peaufiner. L'idée, c'est qu'il y ait quand même des revenus autonomes qui se dégagent de l'utilisation de ce bâtiment-là. Donc ça, c'est un document qui est public, qu'on peut voir. Il y a même des blocages d'espace là, qui ont été faits par une firme d'architectes au niveau de tous les étages de l'Église. C'est public, c'est sur le site du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, dans les documents qui ont été présentés à l'AGA 2023. Et là, on est à finaliser le plan d'affaires en bonne et due forme. Là. Fait qu'on est un petit peu dans la technique de l'entonnoir là, pour préciser tout ça, vraiment préciser les revenus, les dépenses, parce que après ça, ben, on va aller voir d'autres potentiels partenaires. Donc, il faut avoir un document d'affaires en bonne et due forme. Et si tu avais à parier, quand est-ce qu'on pourra entrer dans l'église Saint-Jean-Baptiste? En 2025? 2025? J'aimerais beaucoup ça. Ouais. Je suis pas convaincue considérant les... en fait, ça va dépendre si la contamination affecte la nef. Okay, ouais. Si la nef, elle n'est pas affectée, on pourrait penser à une occupation en 2025. Sinon, ça devrait aller en 2026. C'est une question là, vraiment en ce moment de santé-sécurité. Donc, c'est vraiment ça. Mais le plus vite possible, c'est sûr. Ça s'en vient. Et oui. C'est pour intéressant. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Ouais. On s'ennuie des cloches. Oui, ils ont sonné il n'y a pas longtemps, puis ça fait réagir beaucoup dans le quartier. C'est vraiment... c'est un symbole, c'est un cœur de quartier. Même dans les quartiers centraux, l'église, c'est un cœur de quartier. Puis on oublie, mais même l'architecte, c'était un gars du quartier Saint-Jean-Baptiste. Ah, mais ça, tu me l'apprends? Ouais, non, Peachy, son nom de famille, je me souviens. Ouais, puis... non, c'est vraiment joyeux, c'est magnifique à entrer. Même si on n'est pas religieux ou catholique, c'est fort l'impression que ça donne d'entrer dans ces bâtiments, mais les autres églises de ce style aussi. Il y a un grand nombre de bâtiments autour aussi de la rue Saint-Jean qui ont été désignés par cet architecte-là. Oui, donc, tout à fait.
Ah, génial. Et on voulait poursuivre aussi sur notre segment planification et on s'est dit planification de la mobilité aussi. Antoine, tu voulais nous en parler. À l'échelle métropolitaine, il y a aussi de la planification de la mobilité. Oui, tout à fait. C'est sûr que dans les médias, on entend beaucoup parler du projet de tramway, un peu en colonne vertébrale là, d'un réseau de mobilité durable à l'échelle métropolitaine. C'est un projet qu'on appuie, que nos élus appuient à l'échelle de la communauté métropolitaine pour vraiment là, donner cette ossature-là à la mobilité durable, mais il faut être conscient quand même que ce réseau-là va desservir là, vraiment les grandes destinations, les grands pôles d'emploi. On reste assez dans la ville de Québec. Puis si on veut Très urbain, là. Très oui, urbain. Si on veut qu'un réseau comme ça fonctionne, qu'il y ait de l'affluence, change vraiment la mobilité dans la région, c'est important aussi d'amener les gens des périphéries vers ce réseau-là. C'est ce qu'on appelle le rabattement. Donc, que les gens puissent arriver par un autre moyen puis entrer dans le tramway, que ce soit par un autobus périphérique, par un système de transport à la demande, un peu comme le Flexibus là, que le réseau de transport de la capitale offre, où on peut commander son transport collectif là, puis sa destination, en multimodal aussi, pour qu'on puisse arriver avec un vélo en libre partage comme un vélo ou un vélo personnel, avoir des pôles de rabattement où on peut laisser son vélo dans un casier sécurisé, par exemple, entrer sur le futur tramway, ou laisser sa voiture en périphérie, venir de la Jacques-Cartier, laisser sa voiture au terminus du zoo, de la Faune, embarquer sur le réseau de transport là, de Québec. Donc, nous, c'est ces arrimages-là sur lesquels on travaille vraiment entre les périphéries puis la Ville de Québec pour pas que le transport collectif fonctionne municipalité par municipalité, mais qu'il y ait une cohérence d'ensemble. On a proposé un plan au gouvernement du Québec là, dans les derniers mois pour à peu près 24 millions par année. Tu sais, c'est un gros chiffre, mais c'est pas si gros que ça pour changer vraiment là, le visage de la mobilité. Pour à peu près 24 millions par année, on proposait toute une série de mesures qui touchent à la fois Québec, Lévis, la Jacques-Cartier, la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, pour faire des gains immédiats, rapides en termes de mobilité, là, en ayant justement des services comme ça, là, un peu adaptés à chacun des milieux de vie. Donc, c'est une demande qu'on formule déjà depuis un certain temps, qu'on reformule en vue là, du prochain budget du gouvernement du Québec qu'on attend pour le mois de mars, là, normalement. C'est sûr que la densification, comme on a parlé tantôt, ça nécessite d'autres modes de mobilité. On sait que l'étalement urbain est lié à la voiture personnelle. Mais c'est toujours la poule ou l'œuf en mobilité puis en développement urbain. Hein? Si on attend d'avoir assez de monde pour offrir un service de mobilité durable attrayant, mais peut-être qu'on n'aura jamais assez de monde parce qu'on va continuer un mode de développement qui consomme beaucoup d'espace, maisons unifamiliales, etc. Alors que quand on a un réseau de transport collectif qui fonctionne bien, mais les gens vont peut-être avoir tendance à aller s'établir dans un milieu de vie un petit peu plus dense, mais hop, j'aurais pas besoin de la voiture, je vais pouvoir rentrer sur le transport collectif où j'aurais pas même besoin de la deuxième voiture dans mon famille. Une va peut-être être suffisant pour les besoins, puis l'autre va utiliser le transport collectif. Donc, il faut vraiment s'assurer que les milieux de vie aient à la fois une densité, mais aussi une proximité des services là, qui permettent aux gens de faire le choix du transport collectif. Il n'y a pas de secret en transport collectif. Quand on regarde les meilleurs cas partout dans le monde, il faut que ça devienne l'option la plus intéressante en termes de coûts, de temps, avoir des trajets directs aussi là, vers nos destinations. Même si c'est moins cher, ça me prend 1h30 plutôt que 15 minutes faire le trajet. Personne ne prend le transport collectif. Donc, on a beaucoup de choses à améliorer dans la région ici, là, définitivement. Et à la ville, Melissa, qu'est-ce qui se passe avec le transport collectif, le tramway? Qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochaines années? Ben, écoutez, là, avec l'entente tripartite là, qui a eu lieu juste en décembre entre le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la CDPQ, en ce moment, là, les choses ont repris. Là, dans le fond, j'ai envie de vous dire, pour la réalisation du tramway. Donc, il y a... c'est public, les documents du Conseil de ville, parce qu'il émane du comité exécutif. Et demain, il y a une série là, d'acquisitions dans le contexte du projet. Donc, on a pu voir passer, la semaine passée ou il y a 2 semaines aussi, que je pense que la CDPQ était en appel d'offres aussi pour la réalisation de travaux sur René Lévesque en 2026. Donc, c'est reparti, le dossier. Donc, ça a repoussé quand même un peu l'entrée en fonction, là, tout ça, mais nous, les choses sont reparties comme il se doit, j'ai envie de dire. Là, Je dois dire que depuis que je suis à Québec, ça fait bientôt 20 ans,
j'entends du tramway. C'est à la une du journal, puis presque. Je pense que 20 ans. cette fois, c'est la bonne. C'est vrai? Oui. C'est vrai, je peux faire confiance. On s'approche de la coupure du ruban, là. Ça... Ouais, un peu. Mais on a déjà commencé les travaux, hein, je me souviens. C'est ça, il y a des travaux qui ont été faits, de l'argent qui a été dépensé, on a investi dans ce projet. On peut se fier au financement du gouvernement fédéral, même s'il y a un changement de gouvernement cette année? Ben, en fait, si on retourne voir l'entente là, qui a été signée au mois de décembre là, par... en fait, je dis une entente tripartite, mais sauf erreur, je pense que c'est deux ententes bilatérales. Donc, une entente Ville-Gouvernement du Québec, une entente CDPQ Infra Ville de Québec. Et dans le fond, si on regarde les ententes qui parlent entre autres des coûts, du partage des coûts liés au tramway, le financement du gouvernement fédéral, il n'est pas obligatoire pour la réalisation du projet du tramway. Donc, j'ai envie de dire, c'est un nice to have pour le gouvernement du Québec pour que sa part à lui soit moins importante. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est normal que le gouvernement du Québec veuille sa part du financement fédéral à l'échelle du Canada pour la raison de projet de transport collectif. Maintenant, on sait qu'il y a des ententes qui ont été signées avec des façons de faire que toutes les villes canadiennes doivent respecter. Mais ce financement-là, il n'est pas obligatoire à la réalisation du projet. Et j'ajouterais que ces ententes bilatérales-là, s'il y a une des parties qui tire la plug, en bon français, a des pénalités très importantes à payer à l'endroit de ses autres partenaires. Oh, OK. Donc, c'est engageant, là. Oui, c'est très engageant, les ententes de l'automne passé. Là. Les pénalités peuvent être très importantes. Et l'absence de financement fédéral ne fait pas partie des conditions pour lesquelles un partenaire pourrait tirer la plug sans payer les pénalités à ses autres partenaires. Mais les prix explosent aussi, je dois juste le dire. Je pense ça aussi depuis les 20 dernières années. Le montant, le prix qu'on estime à ce projet. Mais quand même, vous avez confiance, même si c'est 8 milliards dans ces eaux-là. Mais écoute, je pense que pour les raisons qu'on a mentionnées tout au long de l'émission, parce que la Ville de Québec va accueillir... Là, je m'excuse, j'ai pas le chiffre, plus 28 ou plus 38 % de population, selon l'Institut de la statistique du Québec, parce qu'on a 80 000 unités d'habitation qu'on doit construire d'ici 2040 pour répondre à cette croissance. C'est 100 000 déplacements de plus d'ici, je pense que c'est 2040 aussi, ou 2040, Antoine, toi, tu sais-tu, ou 2040, 100 000 déplacements de plus. C'est beaucoup de déplacements. Oui. Ce serait irresponsable, en fait, de penser qu'on peut continuer à faire les choses de la façon dont on le fait actuellement, considérant cette croissance démographique-là, considérant l'afflux de population, considérant le nombre d'unités d'habitation. C'est impensable. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, là. Mais puis on voit souvent un amalgame entre les projets de transport collectif puis l'environnement, puis il existe, il est tout à fait bon, mais c'est pas qu'un projet environnemental. Là, nous, on est partenaire de la zone économique métropolitaine avec les chambres de commerce, avec le gouvernement du Québec, avec le milieu des affaires. Puis parmi les axes prioritaires pour le développement économique, il y a la mobilité en tête de liste. Les projets structurants sont vraiment importants. Les employeurs en ce moment, les employeurs recherchent des travailleurs, vont les chercher des fois même à l'étranger, etc. Puis maintenant, parmi les facteurs d'attractivité pour les travailleurs, c'est d'avoir accès à un transport collectif, d'être capable de se rendre à faible coût et rapidement à sa destination de travail. Transport collectif, c'est aussi un vecteur d'inclusion sociale là, pour tous les gens qui sont un peu plus marginalisés de la société pour accéder aux différents services, à l'organisme communautaire, être capable de s'y rendre en transport collectif, c'est indispensable. Des gens qui n'ont pas nécessairement accès à la voiture. Donc, il faut vraiment voir là, le transport collectif comme un atout sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan du développement social aussi. Là, il n'y a que des gains. Ça va apporter des retombées aussi. Là, M. le maire l'a dit que c'est comme une mini Bay James, le projet de tramway. Oui, donc, voilà. oui, il y a des coûts qui sont importants, mais moi, je pense qu'il faut le voir comme un investissement parce que la grande région de Québec va en bénéficier sur tous les aspects qu'Antoine a mentionnés, mais aussi sur le plan des retombées économiques. Oui, très intéressant. Un autre enjeu qui n'était pas présent, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, les changements climatiques, on en parlait peu. Maintenant, il n'y a pas une saison où on n'entend pas parler des événements majeurs qui découlent des changements climatiques. Comment la CMQ, par le plan métropolitain, prévoit de rendre plus résilient la Ville de Québec? C'est une excellente question. La région au complet...
bien, déjà, le grand changement qu'il faut faire, c'est que dans nos outils de planification territoriale, à toutes les échelles, maintenant, il faut essayer de prendre en considération nos vulnérabilités face au climat. Ça peut être des vulnérabilités plus territoriales, nos infrastructures, nos ponceaux, nos routes, etc., mais aussi les vulnérabilités sociales. On sait que ce sont souvent les gens les plus défavorisés, les plus marginalisés qui subissent les impacts des changements climatique. Donc, déjà, pour être capable de prendre en considération ces choses-là en aménagement du territoire, il faut les connaître. Donc, qui sont nos plus vulnérables, puis quels sont les aléas auxquels ils vont faire face. Y a-t-il des aléas qui sont plus... ou que les risques sont plus élevés dans la région de Québec? On a commencé à analyser ça là, dans différentes études ici. Il y en a plusieurs. Dans les milieux très urbains, il y a par exemple ce qu'on appelle des îlots de chaleur, donc des endroits là où il peut faire très, très chaud par absence de canopée, d'arbres en milieu urbain. Mais ce qu'on retrouve aussi, bien, les risques liés aux inondations. On est en train de les documenter en ce moment. Avec les changements climatiques, là, les inondations peuvent se faire de plus en plus fréquentes ou de plus en plus intenses. On a beaucoup parlé d'incendies de végétation, feux de forêt dans les dernières années. Bien, la région ici n'est pas nécessairement à l'abri. Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment mieux les connaître pour être capable de prendre les bonnes décisions puis faire les stratégies d'aménagement qui conviennent. Si on est dans une zone exposée aux inondations, aux incendies de forêt, comment on peut se développer différemment pour réduire les risques de notre population? Dans 30 secondes, Melissa, le verdissement au centre-ville de Québec, plantation d'arbres, qu'est-ce qui est prévu? Bien, il y a d'autres aménagements de rue qui vont être sur la table, puis pour lesquels on va inviter les gens à prendre des décisions. Tu le sais comme moi que l'humain de Saint-Jean-Baptiste aime moins le changement un petit peu, quoi qu'il souhaite de la canopée. Moi, je fais confiance à notre capacité de concilier les différents besoins de la population, mais c'est sûr qu'on le sait, on habite Saint-Jean-Baptiste, 10 % de canopée, c'est le quartier, sur tout le territoire de la Ville de Québec, qui a le moins de canopée. On sait que ça peut avoir une incidence sur la santé des gens, entre autres, la qualité de vie, donc il faut continuer.